Alors, à la semaine prochaine, je l'espère. Ah, ma cravate. Chic et cher. Et ma montre, c'est pas TikTok. Le costard, griffé, s'il vous plaît. Les pompes, un classique. Ah, comment j'ai pu me payer tout ça, hein? Eh, je brûle pas tout mon fric, moi, hein? Avec Zibrocamin, je me chauffe toute une pièce. Mais comme il faut, hein? Pour même pas 3 francs de l'heure. Une misère. Zibrocamin. Un nom à coucher dehors, mais ça chauffe bien. Pour 3 fois rien. Zibrocamin, le poil des petits malins. Zibrocamin. Tout est amer, sans Grancia. Que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Danette, Danette, Danette. Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Doux Egbert, moment tendresse, café caresse. Vous avez dit phosphate? Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour lessiver sans phosphate, car Visière n'en a jamais eu. Je mets la force de Visière dans la visirette. Et toute la saleté liquidée au cœur du linge. Super, non? Visière et Visirette, la propreté au cœur de tout votre linge. Restez cool, machin Mentos. Tuer! Oui, sergent! Tuer! Oui, sergent! Pour gagner la guerre, il faut être vivant. Ici, il n'y a pas de ligne pour séparer la légitime tuerie de l'illégitime tuerie. Putain de guerre, Ned. C'est une putain de guerre. Comment un jeune étudiant américain, patriote idéaliste, devient-il une machine à tuer? Métamorphose bouleversante au fin fond de l'Indochine. En priorité sur RTL TVI, Kate Carradine dans Rumeurs de guerre, vendredi à 21h15. Une Rodania, tout le monde veut la voir. Elle est exactement sur RTL TVI, 23h32 minutes, 45 secondes. Rodania vous présente l'heure et sa montre Rodania Diamant avec certificat. Rodania, le plus grand choix d'Europe et le meilleur service. Voilà, je crois qu'il est temps de retrouver Xavier et Lambrex avec lequel nous allons faire un dernier point sur l'actualité.
Bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères du Zaïre, M. Carly-Bond, a créé la surprise cet après-midi à Bruxelles. Parlant au nom du président Mobutu, il a exprimé le ras-le-bol des autorités zaïroises après ce qu'il a appelé la campagne de dénigrement de la presse belge, les propos injurieux, les calomnies et les critiques de certains milieux politiques en Belgique envers le président Mobutu et la politique zaïroise. Conséquence, M. Carly-Bond a annoncé que son gouvernement refusait l'offre faite par la Belgique d'une réduction de la dette zaïroise. Le Zaïre, a-t-il dit, remboursera l'entièreté de sa dette comme il l'a toujours fait. Et ensuite, vous allez l'entendre, il a posé une question très claire sur la volonté du gouvernement belge de poursuivre sa coopération dans le futur avec l'État zaïrois. Le Zaïre a décidé de poser au gouvernement belge l'importante question suivante. Devant cette atmosphère d'animosité, de campagne de dénigrement et de publicité humiliante pour la République du Zaïre, la Belgique veut-elle poursuivre encore sa coopération publique avec le Zaïre? De la réponse du gouvernement belge à cette question dépendra l'avenir de la coopération entre le Zaïre et la Belgique. Ainsi, la République du Zaïre se soustrait au rôle de victime et d'enjeu dans les querelles politiques internes en Belgique. Je suis donc diplomate. Je me trouve dans un pays étranger et ami. Vous ne vous attendez pas à ce que moi, à cette table, devant ces micros, je dénonce les hommes politiques belges. Je pense que pour avoir largement reporté leurs propos, nous nous comprenons très bien. Et vous savez très bien qui a dit quoi. Nous ne pouvons pas courtoisement fixer des délais. Si nous fixons un délai, cela s'appelle en termes diplomatiques un ultimatum. Et un ultimatum est un début de rupture. Or, j'ai affirmé ici que nous voulons maintenir des relations amicales. Nous prenons, quelle que soit la situation, l'engagement formel de protéger tous les citoyens belges et leurs biens, tous les citoyens belges qui ont choisi le Zaïre comme leur seconde patrie. Première réaction à cette déclaration zaïroise, celle de Léo Tindemans, recueillie en fin d'après-midi, juste avant le début d'un conseil des ministres à Bruxelles. La Belgique poursuivra ses négociations avec son partenaire zaïrois sur le problème de la dette, mais vous allez l'entendre, M. Tindemans ne semble pas surpris et dit même comprendre l'attitude des autorités zaïroises. La coopération est une décision dans le cadre de la politique belge. Personnellement, je ne vois pas pour l'instant pourquoi la Belgique changerait sa politique ou son programme, mais bien sûr, il faut maintenant avoir des contacts et voir de quelle façon on répond aux questions qui ont été posées par mon collègue des Affaires étrangères zaïrois. Vous êtes étonné de cette attitude zaïroise? La réponse à cette question est difficile. Manifestement, le Zaïre, les dirigeants du Zaïre sont très impressionnés, frustrés par certaines déclarations qui ont été faites en Belgique à leur égard. Et donc ils réagissent et défendent, dit mon collègue, la dignité de leur pays. Oui, aucune déclaration nouvelle devant les caméras de télévision ce soir, mais un communiqué du gouvernement belge où la partie belge confirme ses engagements antérieurs. La Belgique entend contribuer d'une manière constructive à l'allègement de la dette des pays en voie de développement et donc du Zaïre. Le gouvernement confirme ensuite sa décision d'annuler un tiers des remboursements des prêts d'État à État. La Belgique examine par ailleurs la possibilité d'alléger le remboursement de la dette commerciale du Zaïre, celle garantie par l'Office du Ducroire. Et enfin, le gouvernement belge toujours souhaite poursuivre son programme de développement au Zaïre et charge le ministre des Affaires étrangères belge d'exposer en détail ses propositions aux autorités zaïroises. On devrait d'ailleurs en savoir un peu plus dès demain, puisque le Conseil des ministres qui avait commencé ce soir vers 18 h a été interrompu dans le courant de la soirée. Il reprendra demain. Nos ministres devaient mettre la dernière main au projet de transfert des moyens financiers de l'État central vers les communautés et les régions. Vous le savez, plus de 610 milliards, dont près de 300 milliards uniquement pour l'enseignement. Les ministres n'ont pas pu conclure ce soir.
Ils se reverront demain donc. Jean-Marie Grégoire. 611 milliards, voilà ce qu'il fallait retenir de ce très attendu mais très court Conseil des ministres, interrompu plus que brutalement à 20h30 pour cause de chaos technique de Wilfried Martens qui a eu, il faut le dire, une rude journée. Carly Bont, l'affaire Ryan, la fonction publique et cette fameuse loi de financement dont le débat au Conseil des ministres reprendra demain matin, c'est sûr, à 9h30. 611 milliards, cela semble donc le chiffre définitif. 121 milliards seront octroyés à la région flamande, 87,2 à la région wallonne et Bruxelles, en mal d'appellation pour le moment, n'aura droit qu'à 26,2 milliards. Pour les communautés, 211 milliards iront à la communauté flamande et 164 à la communauté française. Si l'on connaît aujourd'hui les grandes parts du gâteau, les enveloppes des nouvelles compétences des régions et des communautés ne seront connues que demain matin. Jusque-là, no comment. Après la politique et avant d'aborder les problèmes sociaux, le drame de Zelik, un policier abattu hier soir de sang-froid, un autre grièvement blessé qui est toujours d'ailleurs entre la vie et la mort. La victime avait 23 ans, il a été tué à l'intérieur de la camionnette de la police. Les deux hommes faisaient une ronde de routine aux abords d'un dépôt de déchets clandestins. Le récit de ce drame avec Éric Silence. Ici, à Zelik, les enquêteurs tentent de rassembler quelques maigres indices qui pourraient les mener sur les traces des meurtriers, mais ils sont sceptiques. La police communale est sur place, mais aussi le parquet, la gendarmerie et quelques experts de l'armée. On essaye de retrouver des douilles ou des impacts de balles sur le lieu du drame. On mène des recherches avec des chiens qui pourraient peut-être flairer une piste hypothétique, mais on a peu d'espoir. Des photos aériennes ont même été prises par hélicoptère, mais on ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer. Les deux agents en patrouille normale sont arrivés hier soir vers 19h15 sur ce bout de route inachevé. Tout à coup, on leur tire dessus à bout portant au riot gun. Les coups de feu arrachent le visage d'un des policiers qui meurt sur le coup. Son collègue blessé perd le contrôle de la camionnette qui verse dans le fossé. Il lance un appel de secours. On nous tire dessus, hurle-t-il, et puis la communication est interrompue. Très vite, d'autres policiers et des gendarmes accourent sur les lieux. Les meurtriers ont disparu. On parle d'un fourgon Mercedes qui aurait pris la fuite, mais l'information s'avère inexacte. Personne ne comprend pourquoi une fusillade a éclaté là. L'endroit est sinistre, un cul-de-sac dans un terrain vague entre le ring de Bruxelles et les buildings de Zelik. À n'importe quelle heure la nuit, il y a toujours des voitures qui traînent ici, on ne sait pas pourquoi. Des gens qui traînent par ici, qui rôdent? Par ici, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment le soir, je n'aime pas de passer par ici. Il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Et en plus, on est tout près de l'autoroute, donc s'il y a un rendez-vous ici et il arrive quelque chose, un bandit sait facilement partir d'ici. Les policiers ont peut-être surpris des trafiquants qui ont ouvert le feu, mais on a plutôt l'impression que ce sont les policiers qui ont été surpris. Les coups de feu sont partis de moins d'1 mètre de la camionnette. Peu de balles ont été tirées et elles ont toutes atteint les agents. Pour le commissaire de Haas, on a manifestement voulu tuer. L'agent Luc Delot est mort hier soir. Son corps n'a été retiré que ce matin du véhicule. Il avait 28 ans et était entré dans la police le 1er novembre. Le compagnon de sa dernière patrouille, André Dereyck, est blessé à l'œil, au poumon et au bras. Hospitalisé d'urgence hier, il n'a toujours pas repris connaissance. Au procès d'Huezel, poursuite de l'audition en tant que témoin de l'ancien commandant de la gendarmerie, le général Bernhardt. Aujourd'hui, le général Bernhardt a reconnu certaines erreurs. On aurait dû faire appel plus tôt à l'escadron de réserve. On aurait dû vérifier la solidité de la fameuse clôture qui séparait les supporters anglais et italiens. Le major Cancier aurait pu se trouver dans le stade plus tôt qu'à l'état-major de la gendarmerie. En tout cas, aurait dû être informé plus tôt de la tournure des événements. L'interrogatoire du général Bernhardt se poursuivra vendredi matin. L'actualité sociale avec une journée chargée pour le gouvernement, puisqu'avant le conseil de ce soir, plusieurs ministres avaient rencontré les syndicats de la fonction publique. Une rencontre décevante pour les syndicats. Pour eux, les négociations fondues sur place. Satisfaction par contre du côté gouvernemental. Pour le ministre de la fonction publique, Michel Ansen, on a largement progressé. Le gouvernement a fait de nouvelles propositions, annonçant une augmentation salariale de 2% en un an. Finalement, le seul point sur lequel tout le monde est tombé d'accord. On se reverra le 12 décembre. Jean-Pierre Martin. Le deuxième round de discussion entre l'État patron et les syndicats des services publics a duré longtemps, 3 heures, mais n'a pas permis de dégager un compromis acceptable pour les syndicats. Sous la pression de la rue, ceux-ci voulaient arracher 3% minimum d'augmentation.
Aujourd'hui, le gouvernement a proposé 2% en 1989. C'est plus que la semaine dernière, mais ce n'est pas encore assez pour les syndicats. Les deux parties sont convenues de se revoir le 12 décembre. En attendant, les actions de mécontentement devraient s'amplifier. Ce sont des propositions qui ne sont pas acceptables. Elles sont vraiment trop loin des exigences des organisations syndicales en matière de rattrapage de l'écart entre le privé et le public. Il est évident que ce blocage de la part du gouvernement va probablement enregistrer une flambée de mécontentement plus grande encore que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce n'est pas la rupture. Ce n'est pas la rupture, puisqu'on a fixé dès à présent une prochaine date pour se rencontrer, c'est-à-dire le 12 décembre prochain. Aujourd'hui, le gouvernement a cédé 0,4% supplémentaires d'augmentation. Il s'engage à se pencher en 1990 sur une nouvelle convention collective. Nous trouvions devant une revendication de 3%. Les positions de départ du gouvernement la semaine dernière équivalaient à environ 1,60%, un peu plus d'1,60%, et le gouvernement a proposé aujourd'hui 2%. Et donc les négociations ne sont pas rompues. J'espère qu'elles pourront se terminer avant la fin de l'année, de manière telle qu'il y ait une convention pour 1989. Une concertation qui n'a pas empêché la poursuite des manifestations tournantes, avec cet après-midi une double manifestation à Liège. Les deux syndicats chrétiens et socialistes ont manifesté séparément, mais en se fixant rendez-vous à la manifestation nationale prévue mercredi prochain à Bruxelles, et cette fois en front commun. Jean-Frédéric de Liège. Pleut-il ou ne pleut-il pas, c'est en jouant à cache-cache avec les gouttes de pluie que les services publics ont manifesté cet après-midi dans les rues de Liège. Plusieurs cortèges de quelques centaines de manifestants ont ainsi parcouru les rues du centre-ville, causant inévitablement quelques embouteillages. Cortèges et meetings séparés, on notera que le Front commun battait un peu de l'aile cet après-midi dans la cité ardente où aucune coordination n'existait réellement entre les deux syndicats. Du côté de la CGSP majoritaire, les responsables ont longuement insisté sur l'importance de la manifestation du 7 décembre prochain à Bruxelles. Pour le syndicat socialiste, l'issue des négociations avec le gouvernement dépend incontestablement du succès de cette journée d'action. Après la stupeur causée à Louvain par l'annonce du licenciement de plus de 800 travailleurs à l'usine Philips, des négociations ont commencé entre les syndicats et la direction. Côté syndical, on envisage des actions plus dures si aucun résultat n'est obtenu d'ici lundi. Les syndicats veulent obtenir un système de prépension et le maintien à Louvain d'une série de lignes de production. Côté direction, le président de Philips Belgique, M. De Volder, a rappelé les difficultés financières du groupe Philips Industrie. Il n'y a plus d'argent, selon lui, pour maintenir en vie des entreprises déficitaires, mais la société recherche des capitaux frais pour lancer un nouveau programme de recherche en collaboration avec la KUL. Un autre mouvement de mauvaise humeur, cette fois il s'agit des étudiants de l'UCL de Louvain-la-Neuve. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté cet après-midi sur le site de l'université. Ils refusent la suppression éventuelle de la session d'examen de janvier. Les manifestations ont occupé les halles universitaires dans le calme et en présence de Saint-Nicolas, vous le voyez. Les étudiants ont pu rencontrer le recteur qui les a rassurés puisqu'il a confirmé qu'il n'était pas question de supprimer la session de janvier. Et le recteur leur a même proposé la tenue d'une table ronde avec donc les représentants des étudiants. Une information financière avec une tendance plus favorable aujourd'hui pour les titres de la FN et de Gechem à la Bourse de Bruxelles. Les actions FN ont récupéré 2% de leur valeur, celles de Gechem 7,5%. Un répit, semble-t-il, qui est la conséquence d'une progression générale des valeurs belges, mais on ne peut sans doute pas parler d'une véritable reprise sur ces deux sociétés en difficulté, plutôt d'une réaction technique après les fortes